problématique. S'il vous Euh, plaît, vous m'entendez? c'est très fréquent, hein, les fractures, comme on vient de voir, les fractures autour du genou, en particulier du plateau tibial, et ça donne bien sûr de l'arthrose qu'on traitera souvent par prothèse. Il y a plein de situations différentes après une fracture. Et c'est des chirurgies qui sont difficiles, hein, on vient de le voir, avec parfois des résultats qui sont pas parfaits. Mais dans certains cas, on est obligé de faire des ostéotomies parce que c'est des chirurgies de sauvetage. C'est des patients qui sont trop jeunes pour avoir une prothèse, avec un enjeu fonctionnel qui est très important, un patient qui sont très gênés. Et puis, la prothèse, elle est parfois trop risquée. Avec, quand vous avez un patient de 30 ans, vous pouvez pas lui proposer une prothèse. Vous savez que vous allez devoir lui changer plusieurs fois au cours de sa vie, avec à chaque fois des risques péropératoires, post-opératoires qui sont trop importants. Et donc, on essaie de conserver au maximum leurs genoux. Pareil, il y a plusieurs cadres traumatiques, les lésions méniscales et cartilagineuses que j'ai rassemblées un peu ensemble dans ce cours-là. Les lésions osseuses qui peuvent être extra-articulaires ou intra-articulaires, ça ne va pas impliquer la même prise en charge. Et puis, les lésions ligamentaires, on va en parler un petit peu, mais je pense que ce sera plus dans le cours sur le LCA. Lésions méniscales et cartilagineuses, post-traumatiques. On va faire des traitements conservateurs, médicaux ou par suture au maximum. Il faut parfois faire des ménisectomies, mais on évite le plus possible, hein, on garde le ménisque le plus longtemps possible. Dès qu'il y a un patient qui a une atteinte méniscale, 30 ans après, il y aura 40% de plus d'arthrose chez ces patients, et en particulier lorsque c'est le ménisque externe qui est atteint. Chez ces patients qui ont un antécédent traumatique méniscal ou cartilagineux, ben finalement, ils vont développer une gonarthrose qui est relativement standard, et la prise en charge sera assez classique, traitement médical bien sûr d'abord, et puis on passe au traitement chirurgical avec, si les patients sont jeunes, plutôt un traitement conservateur avec des ostéotomies, et sinon l'utilisation de prothèses unicompartimentales ou totales de genoux. Les ostéotomies, finalement, dans ce cadre-là, elles sont assez classiques. C'est de l'arthrose qui est simple, donc de réaxation par des OTV, par exemple. Un cas particulier, ça vous le verrez, je pense, dans le cours sur les ménisques, la greffe méniscale. Euh, Si vous projetez de faire une greffe méniscale chez un patient, il faut absolument réaxer le patient et donc associer dans le même temps une ostéotomie de réaxation. Les lésions ligamentaires, c'est surtout lésions du LCA. À 35 ans, il y a 100% d'arthrose radiologique chez les patients qui ont une rupture du LCA, et c'est très majoritairement au niveau du compartiment interne. Les facteurs de risque, c'est les patients qui ont eu une lésion méniscale, qu'elle soit opérée ou non, qui ont une pente tibiale trop importante, et qui ont bien sûr des lésions cartilagineuses préexistantes qui vont s'aggraver assez rapidement. Donc c'est cela dont on va parler aujourd'hui. Les ruptures du ligament croisé postérieur, elles sont finalement bien tolérées, on les opère rarement. Elles donnent une arthrose qui est très tardive et qui est peu symptomatique. Ce sera surtout compartiment interne ou en fémoro-patellaire. Donc, quand vous avez un patient qui vient pour une instabilité, une rupture du LCA, et qui présente des douleurs, vous devez suspecter une arthrose, un début d'arthrose associée. Et donc, vous allez bien évaluer ça. Cliniquement, la douleur, est-ce qu'elle est plutôt d'origine méniscale ou arthrosique? Est-ce qu'il y a une déformation, en particulier en varus, qui va aggraver l'arthrose interne? Est-ce que l'instabilité, elle est aiguë ou chronique? Les instabilités chroniques ont tendance à donner plus d'arthrose. Les patients ont développé de l'arthrose entre-temps. Et est-ce que c'est une rupture dans les cas de rupture itérative? Les patients ont fait plusieurs épisodes graves d'instabilité. Ils ont abîmé le ménisque, le cartilage. Et donc, ils sont susceptibles d'avoir plus d'arthrose. Les examens complémentaires,
Bon, c'est des radios standards, on cherche des signes d'arthrose. L'IRM peut vous donner des indices sur des images de chondropathie, qui doit vous alarmer. Le pangologramme va être utile pour évaluer bien sûr la déformation, en particulier en varus. Et puis l'arthroscanner peut vous donner des informations complémentaires cartilagineuses sur des lésions plus focales. À la radio, qu'est-ce qu'on regarde? C'est le placement interne, hein, classique, qui peut parfois se découvrir sur des radios en appui monopodal. Quand vous avez vraiment un doute, vous pouvez demander ces radios-là. La subluxation antérieure du tibia, ça vous oriente vers une instabilité chronique et donc avec plus de risque d'arthrose. Il faut regarder sur les radios en chousse ou en extension un comblement de l'échancrure par des ostéophytes, un des premiers signes radiologiques d'arthrose, et puis l'ostéophytose tibiale postérieure. Et à l'IRM, comme je vous disais, il faut chercher les signes de chondropathie. Alors, premier cas d'ostéotomie dans les instabilités ligamentaires du LCA, c'est l'ostéotomie tibiale de vaginisation dans les conarthroses internes. L'objectif quand on fait ces chirurgies-là, c'est de traiter l'instabilité avec la ligamentoplastie du LCA et la douleur avec l'ostéotomie. Le but, c'est qu'ils reprennent le sport au niveau qu'ils pratiquaient avant l'atteinte traumatique, et puis espérer de stopper la progression de l'arthrose et de retarder la prothèse de genou. Sur les ostéotomies en même temps que la ligamento, Saragaglia, il proposait comme objectif radiologique, si jamais vous aviez un pincement préopératoire, d'hypercorriger les patients jusqu'à 3 degrés de valgus. Si jamais vous avez une chondropathie à l'IRM ou l'arthroscanner, mais sans véritable pincement, il faut normocorriger les patients. Et pour les patients sportifs, il propose de plutôt normocorriger. Il pense que ça donne de meilleurs résultats sur la reprise du sport. Comment on planifie l'ostéotomie? C'est une ostéotomie qui est assez classique dans sa planification. Vous utilisez la méthode que vous voulez, soit la méthode de Miniachi, soit par exemple les abacs de Coutalier. Et c'est une chirurgie qui peut être un peu longue, un peu difficile, assez gagogène. Donc l'utilisation de guides de coupe sur mesure, ça peut vous simplifier cette partie-là de la chirurgie. Il faut aussi anticiper le type de greffe qu'on va utiliser pour la ligamento. Est-ce qu'on fait une autogreffe? Ça dépend de toutes les prises de greffon qu'il a déjà eues. Est-ce qu'on fait une allogreffe? Ça simplifie la chirurgie, ça simplifie les suites parce qu'on est un peu moins morbide on enlève le prélèvement du greffon. Et puis, il faut aussi discuter l'utilisation de baguettes osseuses. Il y a des équipes qui, dans ces cas d'ostéotomie, utilisent que des greffes avec une baguette osseuse, donc soit un KJ, soit un TQ, soit une allogreffe de KJ, qui va permettre de combler en partie le site d'ostéotomie et d'améliorer la consolidation. Alors, comment ça se passe? J'essaie de passer rapidement ça. Je pense que vous allez voir dans le cours sur le LCA. Mais les séquences, c'est d'abord on prélève la greffe ou on la prépare si on a choisi une allogreffe. Ensuite, on fait l'exploration arthroscopique avec les gestes méniscaux si nécessaire. Puis on fait le tunnel fémoral. Pourquoi on fait toutes ces étapes-là? C'est parce qu'on veut, on veut limiter la mobilisation du genou une fois qu'on a fait l'ostéotomie. Donc, tous ces gestes de suture méniscale, on va devoir mettre en varus, en valgus, le tunnel fémoral en grande flexion, on le fait avant, puis on fait l'ostéotomie tibiale, soit de façon standard, comme n'importe quelle ostéotomie, soit vous utilisez un guide de coupe. Il y a certains guides de coupe qui vous permettent de faire la visée du tunnel tibial dans le guide de coupe. C'est pas très précis, c'est pas forcément l'idéal, mais quand vous n'avez pas l'habitude de faire et des ligamentaux et des ostéotomies, ça peut être une bonne solution. Une fois que vous avez fait l'ostéotomie, vous avez mis votre plaque ostéosynthésée, vous faites le tunnel tibial. L'astuce, c'est de ne pas mettre la vis la plus médiale, là où va être le tunnel tibial, et la mettre une fois que vous avez fait le tunnel pour bien voir et la placer, soit la mettre plus courte, soit si vous avez des plaques non verrouillées, les mettre dans des endroits hors du tunnel. Et puis à la fin, vous fixez vos greffes.
L'autre cas d'ostéotomie dans les instabilités ligamentaires, c'est l'ostéotomie de la pente. On l'évalue surtout dans les cadres de rupture ou des ligamentoplasties qui n'ont pas fonctionné hors contexte traumatique. Là, il faut faire bien sûr un bilan ligamentaire classique, IRM, télos. Et puis, il faut rajouter une radio du tibia entier de profil pour bien mesurer la pente tibiale. Parce qu'une pente supérieure à 12 degrés va indiquer une ostéotomie de la pente pour permettre de limiter le taux de re-rupture lors de la ligamentose. Donc, on fait des fermetures antérieures, des ostomies de fermeture antérieure. C'est indiqué donc si la pente est à plus de 12 degrés. L'objectif, il n'est pas clair dans la littérature. On dit moins de 8 degrés, mais toutes les équipes ne visent pas forcément cette angulation. Comment on la planifie? Le plus simple, c'est de faire 1 mm de coin en antérieur équivaut à 1 degré en moins sur la pente tibiale. C'est pas très précis, c'est pas valable pour tous les genoux, mais vu qu'on ne connaît pas la cible finale d'angulation, ça suffit dans la très grande majorité des cas. Et certaines équipes pensent qu'il faut utiliser un guide de coupe pour améliorer la précision. Comme pour l'OTV plus LCA, il faut discuter du choix de greffe. Est-ce qu'on fait une autogreffe, une allogreffe? Est-ce qu'on prend une baguette osseuse sur la greffe? La technique, les séquences, c'est relativement identique à l'OTV. On prélève ou on prépare l'allogreffe, on fait l'exploration arthro avec la suture méniscale, on fait le tunnel fémoral, toujours dans l'idée de faire le maximum de gestes avant de fragiliser le tibia. Et puis l'ostéotomie tibiale, elle se fait soit à main levée sur des broches, enfin des broches que vous placez à main levée sous contrôle arthroscopique, et puis vous enlevez un coin antérieur, comme on voit sur les images ici. Soit vous pouvez utiliser un guide de coupe, qui en fait va vous placer les broches de façon plus précise. Et puis, vous pouvez aussi relever la TTA si dans certaines équipes, ils enlèvent directement la TTA pour bien faire l'ostéotomie, mais ça fait des suites pour le patient qui sont assez lourdes. Ensuite, vous fixez en fait la synthèse de votre ostéotomie, donc c'est une fermeture antérieure. La plupart du temps, on utilise des agrafes qui permettent de mettre en compression. Et puis, vous réalisez votre tunnel tibial avec la fixation de la greffe. Je pense que tout ça, vous allez le revoir dans le cours du LCA. Là, on va s'intéresser plutôt aux lésions osseuses. Donc, l'arthrose après calvitie. Le traitement, ça va être, bien sûr, vous commencez par un traitement médical, des infiltrations. Le problème, c'est que c'est temporaire et c'est des patients qui sont parfois très jeunes et on sait que ça va se dégrader avec le temps et il va falloir leur proposer un traitement chirurgical. Alors, les protèges, on vient de le voir, les patients, ils sont contents, surtout sur la douleur, mais sur les activités sportives, ça donne de mauvais résultats avec des risques de reprise et de complications qui sont beaucoup plus élevés dans certaines études. Et donc, on va être amené à choisir des traitements conservateurs avec l'ostéotomie qui va permettre de diminuer les douleurs et surtout de retarder la prothèse de genou. Bilan clinique, c'est un peu comme pour les prothèses. On va faire tout un historique traumatique et dater les atteintes traumatiques. Et surtout, l'historique chirurgical, combien de chirurgies ils ont eu, quel type de chirurgie, est-ce qu'il y a eu des chirurgies septiques dans l'eau. Ça, c'est très important à savoir pour anticiper la suite. Il faut leur demander comment se sont passées les suites opératoires après chaque chirurgie. Est-ce qu'ils ont eu du mal à cicatriser? Est-ce qu'il y a eu une infection? Comment a été traitée l'infection? Est-ce qu'il y a eu des déplacements secondaires? Comment a évolué la douleur? Est-ce que ça allait bien pendant un certain temps, puis ça s'est dégradé petit à petit ou ça n'a jamais marché? Ça, c'est important pour comprendre quel type de geste on va leur proposer. Puis, il faut évaluer la demande fonctionnelle. Est-ce qu'ils veulent reprendre le sport, juste tourner, bosser, ou est-ce que ça leur pourrit même la vie quotidienne? Les antécédents, bien sûr, et le tabac. On ne se lance pas dans des chirurgies d'ostéotomie complexes
avec des hauts taux de pseudarthrose et d'infection chez les patients qui sont fumeurs. Donc, vous refusez de les opérer et vous les obligez à arrêter de fumer. La taille, le poids, les patients qui sont trop lourds, on va dans des complications de pseudarthrose. Bien évaluer l'axe, son varus valgus, à quel point ça se réduit. Il faut rechercher en particulier sur les fractures de fémur, les troubles de rotation. Quand on fait des coups de fémur, on n'arrive pas toujours à contrôler la rotation dans le foyer de fracture. Et on a parfois des patients qui sont en rotation interne avec des instabilités rotuliennes et qu'il faut parfois aussi corriger. Les mobilités, souvent des patients qui sont raides, ça il faut bien l'évaluer. Toutes les cicatrices, donc comme pour les prothèses, on va regarder où sont les cicatrices, lesquelles sont adaptées à nos futurs abords ou pas. On regarde l'élasticité antéro-postérieure, en valgus, en varus, et puis où est située la douleur. Est-ce que c'est sur un seul compartiment ou est-ce qu'elle est globale? L'imagerie qu'on va faire des radios standards. Les radios en stress au moindre doute, en varus valgus et en télos pour le LCA ou le LCP. Faire des pangonogrammes, comme tout à l'heure, debout, couché, pour évaluer la déformation purement osseuse ou également intra-articulaire. Il faut faire des scanners pour évaluer les pertes osseuses, en particulier en intra-articulaire, évaluer la consolidation de la fracture, et puis ça nous aide aussi à voir les troubles de rotation, en particulier au fémur. Si vous avez des doutes, on fait une IRM ou un arthroscanner pour mieux voir les atteintes cartilagineuses, méniscales ou ligamentaires. Donc, quand on a fait tout ce bilan, on va analyser la déformation pour savoir comment la corriger. Ça, c'est une étude française multicentrique qui a rassemblé toutes les ostéotomies post-traumatiques sur 9 centres en France. Et donc, comme vous voyez, les localisations, en fait, elles sont multiples. On peut tout voir. Ça peut être purement intra-articulaire, ça peut être métaphysaire, diaphysométaphysaire, purement diaphysaire. Ça peut être qu'au tibia, que au fémur et au tibia. Tout est possible. Donc, il faut bien évaluer chaque patient pour choisir le bon traitement. Les mesures à faire sur les pangonaux, c'est le LDFA pour regarder la déformation du fémur, le MPTA pour la déformation tibiale, et puis de profil, il faut regarder la pente aussi, qui parfois a besoin d'être corrigée. Quand est-ce qu'on fait des ostéotomies? C'est quand les patients ont une douleur pour arthrose unicompartimentale, stade 1 ou 2, éventuellement 3, même si ça donne de moins bons résultats. Quand on est au stade 4, on est quasi sûr que le traitement chirurgical par ostéotomie ne va pas marcher. Quand c'est une douleur qui est globale, on ne va pas réussir à améliorer complètement le patient. Ça marche surtout pour les déformations qui sont extra-articulaires et puis pour les patients qui ont des déformations importantes, un valgus à plus de 12 degrés, varus à plus de 6 degrés, rotation externe à plus de 15 degrés et interne à plus de 10 degrés. Nos objectifs, ça va être de diminuer la douleur, voire de la faire disparaître, de retarder le plus possible la prothèse de genou, et puis parfois, vous allez le voir, de simplifier la prothèse quand on a un calvitieux comme ça. Et bien, si dans un premier temps, on fait la correction du calvitieux, quelques années après, on pourra facilement en mettre une prothèse. Les patients qui ont une arthrose interne, on va plutôt les hypercorriger en valgus, et ceux qui ont une arthrose externe, on va les normocorriger. Les facteurs de risque de mauvais pronostic dans les traitements conservateurs, c'est les patients qui commencent à être un peu âgés. Au-dessus de 45 ans, on a quasi toujours des mauvais résultats. Les calvitieux articulaires, on n'arrive pas bien à les traiter. On va avoir des exemples après. Et les patients qui sont déjà complètement arthrosiques, au stade 4, cela, ça ne va pas marcher. Les complications, il y en a quand même beaucoup. Sur l'étude française dont je vous parlais, avec un recul de 4 ans, ce qui est assez court, donc 12% des patients qui ont été réopérés, soit pour une arthrolyse suite à une raideur, soit qui se sont infectés, soit qui ont une pseudarthrose. Et ça comprend pas les patients
qui finalement ont eu un échec et qui ont eu besoin d'une prothèse de genou à plus long terme. Alors, il n'y a pas de recette miracle, il faut évaluer chaque patient. Il n'y a pas qu'une seule technique possible. Il va falloir adapter à chaque fois au cas que vous avez. Donc, on va d'abord regarder le matériel en place. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Quel type de matériel? Est-ce que c'est possible de l'enlever ou pas? Est-ce qu'on l'enlève en un temps, en deux temps? Comme pour tout à l'heure, en un temps, ça peut complexifier énormément la chirurgie. Et en deux temps, c'est un peu plus lourd pour le patient, mais ça simplifie grandement et on peut anticiper les problèmes. Est-ce qu'on fait des prélèvements? Je pense qu'au moindre doute sceptique, il faut leur faire déjà des ponctions préopératoires et puis un prélèvement pendant le temps de l'ablation du matériel. Bien localiser les déformations pour pouvoir choisir à quel niveau on va faire l'ostéotomie. Au fémur, on fait quasi tout le temps des ostéotomies métaphysaires distales. Sinon, on a des plus hauts taux de pseudarthrose. Au tibia, on peut faire soit dans le cal, soit plutôt en métaphyse proximale. On privilégie quand même au maximum de faire dans les métaphyses, même si parfois ça fait des déformations, des doubles déformations importantes. On planifie. Si on fait une ostéotomie métaphysaire, finalement, c'est assez classique, assez standard. On fait la technique qu'on utilise d'habitude, soit les abats de Boutalier, soit la technique de Minacci. Et si on commence à faire des ostomies dans les cales, là, ça peut devenir plus complexe. Et je pense que ça vaut le coup d'utiliser de façon systématique des guides de coupe ou la navigation pour les équipes qui ont l'habitude, avec des contrôles radiographiques opératoires de l'axe. Et puis, il faut choisir l'ostéosynthèse. Est-ce qu'on utilise une plaque, un clou ou un fixateur externe? Ça dépend de chaque patient et même de chaque service. Alors, quelques exemples. À gauche, c'est une patiente, donc vous voyez, qui est en surpoids, qui a un calvitieux fémoral distal avec une arthrose interne et un varus qui est fixé. Donc là, la solution, elle est finalement assez simple. Il faut faire une ostéotomie dans le cal qui se trouve être dans la métaphyse, donc ça nous arrange bien, au fémur. Et nous, on a fait une ostéotomie d'ouverture interne, ostéosynthésée avec une plaque. Pour ce cas-là, c'est un calvitieux diaphysaire fémoral avec une déformation en varus. Et là, si on calcule bien les angles sur le pangonogramme préopératoire, on peut même calculer l'autre côté, ben on voit que certes le fémur est en fémur et en varus lié au calvitieux, mais il y a également le tibia qui est en varus comme l'autre côté, lié à la constitution de son tibia. Et donc, si on veut bien corriger l'axe, il va falloir faire une double ostéotomie pour pas rendre l'interligne oblique. Donc, on a fait une ostéotomie de fermeture externe au fémur en métaphyse, donc en dehors du cal, et puis une ostéotomie, une OTV classique au niveau du tibia. Il y a certaines équipes qui font des ostéotomies dans le cal au niveau de la diaphyse fémorale et qui synthèsent ça par un clou. C'est des vieilles études des années 90, mais ils ont réussi à avoir 100% de consolidation sur 9 patients. Et pour eux, l'utilisation du clou, ça simplifie la réaxation du fémur. Puisque forcément, ça va s'axer sur le clou. À mon avis, maintenant, avec la navigation, les guides de coupe, on n'a plus ce genre de problème-là. Et ça me paraît pas être une bonne solution de faire dans une diaphyse avec un risque de pseudarthrose qui est plus important. Dans les cas complexes, on peut utiliser des fixateurs externes qu'on va pouvoir régler en préopératoire et même parfois en post-opératoire. On peut coupler le fixateur externe à l'ordinateur, à un système de navigation qui va nous permettre de corriger parfaitement l'ostéotomie comme on le veut. C'est souvent dans les déformations multiplanaires où il y a un trouble de rotation, de translation
et en valgus varus qui sont très difficiles à faire à main levée. Le fixateur externe, ça peut être un traitement définitif avec juste cette ostéosynthèse-là, ou alors ça nous permet en opératoire de corriger la déformation. Et puis, comme vous voyez ici, on fait la synthèse définitive avec une plaque qui est mise en mini-invasif avec le système lisse dans ce cas-là. Ensuite, il y a les calvicieux intra-articulaires. Là, c'est un peu plus difficile à prendre en charge. C'est quasi exclusivement au niveau du tibia, en particulier le plateau tibial externe. Ces fractures du plateau tibial, elles donnent de l'arthrose très rapidement, 40% à 5 ans si jamais on ne les prend pas en charge. C'est lié à l'atteinte cartilagineuse, bien sûr, et aussi à l'incongruence articulaire avec le fémur qui va s'enfoncer petit à petit dans la cupule et qui va aggraver la déformation. Les facteurs de risque de mauvaise évolution, c'est si jamais vous avez un enfoncement de plus de 3 mm et si vous avez une déformation frontale de plus de 4 degrés. Deux stratégies possibles. Soit vous faites une ostéotomie intra-articulaire, c'est-à-dire dans le cal, soit vous faites une ostéotomie extra-articulaire qui va être de réaxation. Dans les ostéotomies intra-articulaires, les études montrent que ça donne de mauvais résultats. Donc, on va le réserver pour les patients très jeunes pour redonner une anatomie. C'est des chirurgies qui sont très difficiles. Il faut absolument un guide de coupe pour pouvoir gérer et l'ostéotomie et la correction. Et par contre, ça a l'avantage de simplifier la prothèse de genou à plus long terme. Les ostéotomies extra-articulaires, c'est plus simple parce que finalement, c'est des ostéotomies de réaxation assez standards en métaphyse. Ça donne de meilleurs résultats à court et moyen terme sur les douleurs d'arthrose, mais par contre, ça peut complexifier la prothèse plus tard. Donc, quelques exemples. Ça, c'est une patiente qui avait un calvicieux épiphysaire sur une fracture du plateau tibial externe qui n'avait pas été traitée. Donc, il s'est bien sûr déformé en valgus avec une douleur en externe. Et donc, pour elle, on avait choisi de faire une ostéotomie extra-articulaire, c'est-à-dire hors du cal, par fermeture interne et synthèse par une plaque. Donc, vous voyez, on a réaxé sans toucher finalement au calvicieux. Si vous voulez faire des ostéotomies intra-articulaires, ça devient un peu plus complexe. Là, il faut absolument utiliser des guides de coupe pour pouvoir anticiper. Et donc ça, c'est une équipe grecque, je crois, qui avait montré sa technique avec un guide de coupe qui permet d'emporter tout le plateau tibial interne pour pouvoir le relever et le synthéser avec une plaque. Et donc, comme vous voyez, ça redonne une anatomie plus normale. Donc, ça va simplifier la prothèse de genou plus tard, comparé à cette patiente-là, qui, lorsqu'on va devoir lui faire une prothèse de genou, si on veut faire une coupe perpendiculaire au tibia, on va devoir emporter énormément de plateau tibial externe, se retrouver avec une laxité liée à la coupe, et donc obligé de passer très rapidement à des prothèses de reconstruction à charnière, et donc potentiellement des prothèses qui ont des durées de vie plus courtes. Donc ça peut être une solution, mais ça donne de mauvais résultats fonctionnels. On n'arrive pas bien à traiter de la douleur chez ces patients-là. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr une chirurgie qui est difficile, qui équivaut à une chirurgie de reprise, difficile techniquement péropératoire, d'analyse préopératoire, et puis avec toutes les complications post-opératoires possibles. Il faut planifier, il faut choisir le site de l'ostéotomie, un ou deux, le type de fixation qu'on veut utiliser. Il faut parfois céder de la technologie, des ordinateurs avec la navigation, les guides de coupe qui sont maintenant très faciles à avoir. Hein, il suffit de faire un scanner et d'envoyer un labo, genre Nuclip. Et puis, il faut quand même prévenir les patients que c'est une chirurgie de sauvetage, mais que la prothèse de genou, elle est quasi inévitable. Ils vont devoir y passer. Voilà, je vous remercie. Et puis, est-ce que vous avez des questions sur ça?
Non. Alors, on va passer